Le 5e évangile, conférence de Samael Aoun-Weor, partie 1, psychologie gnostique révolutionnaire, la perle séminale ou embryon d'or. Nous allons donc aborder le thème, la conférence de ce soir. Nous allons parler de ce qu'est la perle séminale, l'embryon d'or, etc. Avant tout, mes chers frères, il est nécessaire de savoir que la perle séminale n'existe pas encore chez l'animal intellectuel erronément appelé homme. Chez tous les êtres humains, ou disons plutôt chez tous les bipèdes tricérébrés erronément appelés humains, existe l'ego, le moi-même. Ce moi est formé par un ensemble d'entités ténébreuses, sinistres et funestes. Il est évident que ces mêmes entités personnifient nos erreurs psychologiques, la colère, la convoitise, la luxure, l'envie, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. Donc tous ces défauts, dans leur ensemble, sont personnifiés par les différents moi qui forment le moi-même, le soi-même, le sept de la sagesse égyptienne. Les êtres humains communs et courants, ou disons plutôt les humanoïdes communs et courants, ne peuvent pas voir les mondes suprasensibles. Ils n'ont pas les facultés transcendantales qui leur permettraient de pénétrer les mystères de la vie et de la mort. C'est simplement dû au fait qu'ils ont la conscience endormie. La conscience est l'essence elle-même et elle est endormie parce qu'elle est bloquée dans tous les moi qui constituent nos erreurs psychologiques. Nous avons besoin de dissoudre ces moi pour que l'essence ou la conscience se libère. C'est seulement sur la base de la compréhension en profondeur et avec l'aide de la divine mère Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques, que nous pourrons détruire, annihiler tous ces moi qui constituent notre ego, notre moi-même. À mesure que ces moi vont s'annihiler, l'essence va peu à peu se désembouteiller, et quand l'essence est totalement libérée, alors nous nous éveillons, nous pouvons voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des mondes supérieurs. Cependant, toute l'essence ne se désembouteille pas immédiatement. Le processus est méthodique et lent, l'essence va se dégager ou se libérer au fur et à mesure que nous allons comprendre et éliminer nos défauts psychologiques. Quand l'essence se libère au début, ou en d'autres termes, quand elle commence à se libérer au début, il se forme la perle séminale dont nous parle le Tao. Alors commencent à surgir les premières étincelles de conscience éveillée. Ces étincelles, ces éclairs conscients surgissent pendant ces heures où le corps physique est endormi dans le lit, c'est-à-dire pendant que nous vivons dans ces mondes subtils dont nous parlent les différents écrivains ésotéristes. On commence à se rendre compte qu'on est hors du temps physique, qu'on n'appartient plus au monde physique, bien qu'on ait un corps physique. Il est évident que durant le sommeil, tous les égos ainsi que les sens sont hors du corps physique. Mais les gens ne font rien de plus que rêver, et ils rêvent parce qu'ils ont la conscience endormie. Quand la conscience commence à s'éveiller, les rêves disparaissent, et quand on est bien éveillé, on ne peut plus rêver. Par exemple, une fois alors que je travaillais dans le monde astral, s'est échappé de moi un rêve du mental. Je me rendis compte ipso facto qu'un rêve venait de s'échapper de moi, et avant qu'il ne prenne forme dans ces régions suprasensibles, je l'éliminais.
Par conséquent, je ne lui ai pas donné l'opportunité de m'hypnotiser ou de me fasciner, parce que je vis éveillée dans ces mondes et que je vois ceux qui sont endormis quand j'exerce mes fonctions dans les régions suprasensibles. De toutes parts surgissent des milliers de personnes, de gens qui se déplacent en dormant, qui ressemblent à des somnambules qui marchent, des gens qui jamais de leur vie ne se sont préoccupés d'éveiller leur conscience. Ces endormis font des choses vraiment absurdes. Par exemple, un jour je me trouvais dans une maison et je vis soudain la maîtresse de cette résidence sortir de sa chambre, se diriger vers moi, et elle me serra ardemment dans ses bras et même m'embrassa. Je fus surpris et lui dis « Mais madame, vous vous méprenez ». En effet, elle m'appelait du nom de son mari, un certain XX. Je lui dis « Mais rendez-vous compte que vous êtes endormi et que je ne suis pas votre mari. Vous venez m'embrasser, m'enlacer et tout ce qui s'ensuit, mais je ne suis pas votre mari. » Pendant un moment, elle parut réfléchir et se réveilla. « Mes chers frères », puis elle me regarda fixement, passa la main droite sur ses yeux, et une fois qu'elle fut convaincue que je n'étais pas son mari, elle me demanda de l'excuser et se sentit honteuse. Je lui dis « Êtes-vous convaincu? Vous étiez en train de dormir, vous avez cru que j'étais votre mari, mais ce n'était pas le cas. Vous devez vous préoccuper de lutter pour éveiller votre conscience. » Elle réfléchit un peu et se retira. Voilà comment sont les endormis dans le monde astral et aussi dans le monde du mental. Quand on s'éveille, ces rêves cessent et on voit vraiment les choses telles qu'elles sont et non selon leur apparence. Le processus de l'éveil commence donc par la perle séminale. Mais cette perle n'est pas formée, il faut la former, et elle se forme avec les premiers pourcentages d'essence qui généralement s'échappent ou sortent de leur bouteille quand on détruit les premiers mois. Chez certaines personnes, on commence à voir ces éclairs de conscience de façon très infime. Ces gens se disent par exemple à eux-mêmes « Bon, ce que je suis en train de voir est intéressant. Il me semble que je suis en train de rêver. Serais-je en train de dormir? Serais-je en train de rêver ?» Cette manifestation psychique correspond naturellement à la naissance d'un début de conscience éveillée. Mais plus tard, à mesure que le pourcentage d'essence ou de conscience se libère progressivement de ces bouteilles qui s'appellent le moi, la perle séminale commence à se développer et alors, ces personnes ne se contentent plus de dire « je suis en train de rêver » ou « il me semble que c'est un rêve ». Leur conscience est bien plus grande et ils peuvent s'exclamer « je suis hors du corps physique, je suis en astral, je ne suis pas en train de rêver ». Bien sûr, cela représente une dépense d'énergie plus grande et cela n'arrive que lorsque la perle séminale est plus développée. À mesure que le travail ésotérique continue, à mesure que nous détruisons les moi formés par nos défauts, la perle séminale continue aussi son processus de développement jusqu'à sa transformation radicale pour former finalement ce que nous appelons l'embryon d'or. Cet embryon est en lui-même l'âme fabriquée, cet embryon est très beau et quand il est bien développé, il peut avoir la même taille ou une taille encore plus grande que celle du corps physique. L'embryon d'or s'appelle aussi fleur d'or et quand il s'établit en nous, il arrive à former un équilibre merveilleux entre le spirituel et le matériel. L'embryon d'or est le véritable centre permanent de conscience. Il nous donne l'individualité, il nous donne l'autoconscience. Celui qui possède l'embryon d'or peut entrer et sortir du corps physique à volonté,
il peut se déplacer à volonté dans tous les départements du royaume, il peut étudier les mystères de la vie et de la mort dans les mondes supérieurs, il peut se souvenir de ses vies passées, il peut connaître le futur qui l'attend. C'est pour tout cela qu'il est urgent d'éliminer l'ego, de le réduire en cendres, en poussière cosmique. C'est le mystère de la floraison d'or. Donc, celui qui développe en lui-même l'embryon d'or, celui qui possède la fleur d'or, ne peut plus oublier ses vies passées, et quand il change de corps, il le fait en conscience, c'est-à-dire que quand il renaît, il n'oublie pas sa propre individualité, ses vies passées, etc. Les gens communs et courants ont seulement l'essence, ils n'ont pas formé l'embryon d'or. Chez les personnes, le mystère de la floraison d'or n'a pas encore surgi. Beaucoup de gens veulent des pouvoirs, la clairvoyance, la clairaudience, la capacité d'entrer et de sortir du corps physique à volonté, etc. Je vous ai dit que celui qui développe l'embryon d'or n'a pas à se préoccuper de tels pouvoirs. Réellement, les pouvoirs sont les fleurs de l'âme qui surgissent en nous quand nous avons atteint la maturité, c'est tout. Celui qui possède l'embryon d'or est de ce fait clairvoyant, clairaudient, télépathe. Il peut entrer et sortir du corps physique à volonté. Il peut visiter les mondes supérieurs, l'astral, le mental, le causal, etc. Le chemin qui conduit à la formation de cet embryon n'est autre que celui de la dissolution du moi-même, du soi-même. Ce moi, comme je vous l'ai dit, est formé par nos défauts, et ces derniers sont personnifiés par les démons rouges de Seth. Celui qui étudie la sagesse des Égyptiens pourra le vérifier. Il est urgent donc que les frères comprennent la nécessité de former en eux-mêmes l'embryon d'or. Quand celui-ci atteint son entière autoréalisation, son développement absolu, il se convertit, pour ainsi dire, en une gemme précieuse. C'est donc le but réel, non seulement de notre existence, mais de toutes nos existences passées et futures. Une fois que l'on est parvenu à ce que la fleur d'or, à ce que l'embryon d'or resplendisse en nous, vient l'union avec la sur-âme, cette sur-âme dont nous parlait Emerson, cette sur-âme dont nous parlait Goethe, l'auteur de Faust. Nous dirons en langage de type orientaliste ou théosophique que cette sur-âme est connue sous le nom de manas supérieur. Nous savons qu'existe aussi le manas inférieur, mais nous ne faisons pas référence à ce dernier. Il est évident que nous parlons du manas supérieur, du troisième aspect de la Trimurti Atman Buddhi Manas, et il est nécessaire de le connaître. La fusion de l'embryon d'or avec la surâme nous convertit en fait en individu sacré, en homme authentique, légitime et véritable. Il est difficile à première vue de faire la différence entre ce qu'est un homoncule rationnel ou animal intellectuel et ce qu'est réellement un homme authentique. La réalité, mes chers frères, c'est que pour être un homme authentique, il faut avoir acquis l'embryon d'or. Il faut avoir aussi obtenu la fusion de l'embryon d'or avec la surâme, et enfin il faut être bien vêtu de l'habit de noces de l'âme, du fameux Tosoma Eliatkon des vieux alchimistes médiévaux. Un embryon d'or bien vêtu de son habit de noces et qui a fusionné comme il se doit avec la surâme est en fait un homme authentique. Cet homme peut être incarné comme il peut être désincarné, mais c'est un homme, quel que soit le lieu où il se trouve. Apparemment,
L'animal intellectuel est un homme, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il ne possède pas l'embryon d'or, c'est-à-dire qu'il n'a pas de centre de conscience permanent. Il n'a pas de légitime individualité, il ne possède pas d'autoconscience, c'est pour cette raison qu'il est irresponsable. À l'intérieur de lui, il n'y a qu'un ensemble de moi. Je veux sortir me promener, dit par exemple le moi du mouvement. Immédiatement après, cet autre moi qui se met en relation avec l'intellect rechigne et dit « Non, moi je ne veux pas aller me promener, je veux lire le journal ». Soudain apparaît sur la table de la salle à manger un plat délicieux et alors le moi de la digestion, le moi de l'estomac s'exclame en disant « Non, moi je ne vais pas me promener ni lire le journal, j'ai faim et je préfère manger ». Voyez, mes frères, cette querelle des moi. Il n'y a donc pas là de véritable individualité. Là, il n'y a rien d'autre qu'un ensemble de moi qui se battent pour la suprématie. Celui qui n'a pas développé l'embryon d'or n'est pas un individu responsable. Il est vital de comprendre cela, mes chers frères. De plus, celui qui n'est pas vêtu de l'habit de noces de l'âme, c'est-à-dire des corps solaires, n'est pas parvenu à l'état humain, bien qu'il croie le posséder, mais il n'en est rien. L'animal intellectuel et l'homme se ressemblent donc, mais ils sont diamétralement opposés, complètement différents l'un de l'autre. L'animal intellectuel est une semence qui pourrait se développer et donner naissance à l'homme. Malheureusement, la majeure partie de ces semences se perd, rare est la semence qui germe. Des millions d'êtres humains, ou en d'autres termes d'humanoïdes, entrent constamment dans l'involution submergée des mondes infernaux. Très rare est l'animal intellectuel qui désire véritablement l'autoréalisation intime et qui se sacrifie pour elle. Quand on est parvenu à l'autoréalisation, quand on a formé l'embryon d'or, on est véritablement un homme au sens le plus complet du terme. Ainsi donc, je vous invite à réfléchir. Parle, mon frère. Question. Maître, ma question n'a rien d'hypocrite, bien entendu, elle est absolument sincère. On dit que tant que nous ne parvenons pas au développement de l'embryon d'or, nous ne sommes pas responsables. Alors peut-on dire que si nous nous trompons, tant que nous n'avons pas développé l'embryon, le karma n'existe pas pour nous? Maître, le fait d'être responsable a plusieurs acceptions. Nous disons responsable sous la forme de l'autoconscience, responsable au sens transcendantal du terme. Bien sûr que le karma existera toujours, bien qu'à un degré moindre de conscience corresponde à un degré moindre de karma. D'autre part, à plus haut degré de conscience équivaut un plus haut degré de responsabilité, et celui qui récolte la sagesse récolte la douleur, dit Salomon. Nous sommes responsables quand nous n'avons pas l'embryon d'or dans la limite d'un état relatif et circonstanciel. On a beaucoup de compassion envers nous, et réellement, on ne nous châtie pas avec toute la rigueur que nous méritons. Mais quand nous avons acquis l'embryon d'or, nous devenons véritablement responsables au sens transcendantal du terme, et alors nous payons le double de ce que vaut réellement la faute commise, parce qu'à un plus haut degré de conscience, il y a un plus haut degré de responsabilité. Voilà ce que j'ai voulu dire. Y a-t-il une autre question, mes frères? Question. Maître, on dit que l'embryon d'or est formé chez les bodhisattvas. Dans le cas d'un bodhisattva tombé, qui a son embryon d'or, je considère qu'il ne peut pas se manifester dans toute son expression. Est-ce parce qu'il est embouteillé dans l'ego? Maître, c'est cela. Chez les bodhisattvas tombés, par exemple, l'embryon d'or est embouteillé dans le moi pluralisé. De ce fait, donc, ils dorment jusqu'à un certain point, pas totalement, mais jusqu'à un certain point.
Ils ont plus de responsabilités et c'est pourquoi on les châtie doublement. Les bodhisattvas tombés, s'ils ne se relèvent pas, entrent dans les mondes infernaux condamnés pour 3 délits. 1. Pour avoir assassiné le Bouddha. 2. Pour avoir déshonoré les dieux. 3. Pour différents délits. Le châtiment est plus grand pour le bodhisattva tombé parce qu'il a l'embryon d'or. C'est pourquoi il n'a pas d'excuse. Et la loi le châtie avec toute sa rigueur. C'est tout. Parle, ma sœur. Question. Maître, y a-t-il actuellement un être vivant qui est l'embryon d'or déjà développé? Maître. Oui, moi je l'ai. Je suis un de ceux-là à votre disposition. Question. Mais en dehors d'ici? Maître. Eh bien, en dehors d'ici, il y a, ma sœur, beaucoup de bodhisattvas tombés qui ont l'embryon d'or développé, et il y a aussi beaucoup de bodhisattvas qui ne sont pas tombés et qui ont leur embryon d'or développé. De sorte que la dissolution du moi est très importante, parce que grâce à la dissolution de l'ego, nous parvenons à former l'embryon d'or. Il est urgent de dissoudre l'ego, de le réduire en poussière, en cendres. M'avez-vous compris? Bien, mes frères. Y a-t-il une autre question? Parle. Question. Alors, la naissance de l'embryon d'or n'est pas un problème exclusivement sexuel? Maître. En cela, il y a plusieurs aspects. Si nous prenons celui-là exclusivement du point de vue du sexe, il est évident que nous sommes aussi fils du sexe, parce que nos corps physiques se sont formés grâce à la coopération d'un spermatozoïde et d'un ovule. Quant à l'embryon d'or, proprement dit, on y trouve là aussi la force sexuelle. En premier lieu, tenez compte que les moi qui personnifient nos erreurs prennent forme grâce à l'agent sexuel, bien que ce soit dans son aspect négatif, donc dans la zone du plexus solaire, et ensuite ils viennent à l'existence. En d'autres termes, l'idéoplastie se cristallise en prenant forme, grâce à l'agent sexuel, dans le plexus solaire, et ensuite elle vient à l'existence sous forme de moi. Pour illustrer cela, par exemple, mes frères, nous avons un accès de colère, d'irritation contre une autre personne. Avec cette colère, nous nous sentons terriblement irrités, nous voudrions frapper le prochain. Alors, cette attitude psychologique prend en nous l'aspect d'un personnage qui a notre physique, nos yeux, notre visage même, etc. Un personnage à l'intérieur duquel est embouteillée une partie de notre conscience offensée. Et ce personnage n'est pas quelque chose de mort, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas un animal empaillé, c'est quelque chose de réel, qui vit. Ce personnage est une créature vivante qui, grâce à l'agent sexuel, prend forme dans le plexus solaire et après sort de là et porte en elle quelque chose de notre conscience, ainsi se forment les moi. Vous pourriez me dire, bon, mais qu'est-ce que le plexus solaire a à voir avec l'énergie sexuelle? Et ce serait une objection correcte. J'explique. Dans nos glandes sexuelles s'élèvent des vapeurs séminales, l'hydrogène Si12, et de nos organes sexuels aussi s'élève l'antithèse, le feu antithétique, le feu sinistre, dirons-nous, de l'abominable organe condartisseur. Ces substances s'accumulent dans le plexus, et c'est au moment de ces substances, l'hydrogène Si12 et le feu négatif fatal, que prend forme dans l'idéoplastie le fantôme de la colère tel que nous l'avons ressenti. C'est ainsi que naît dans le plexus ou la région ventrale ce qui s'appelle un moi de la colère, un moi de l'irritation, un moi qui a notre apparence même, qui vit, qui respire, qui peut se déplacer dans tout l'espace, etc. En lui, il y a donc un matériau sexuel. Il est donc évident que lorsque nous dirigeons
notre énergie créatrice contre tel ou tel moi, nous le détruisons. Ne dit-on pas par hasard en homéopathie « similia similibus curantur » Ici, il y a un dicton populaire qui dit « contre les morsures de chienne, des poils de la même chienne ». Et c'est vrai, c'est la devise de l'homéopathie. Ainsi donc, si ces moi sont cristallisés grâce à l'agent sexuel négatif, il est évident aussi que c'est grâce à l'agent sexuel positif que nous pourrons les désintégrer, les réduire en poussière cosmique. Et c'est pourquoi 1. Il faut comprendre l'erreur. 2. Il faut prier la divine mère Kundalini pour qu'elle utilise l'énergie sexuelle, la supplier de désintégrer, de réduire en poussière tel ou tel moi, le moi que nous avons compris à fond, et avec celui-ci se désintègre, il est réduit en poussière. Et quand cela arrive, l'essence se libère et elle prend forme dans l'embryon d'or. C'est pourquoi cet embryon est intimement relié à l'énergie sexuelle. Compris? Bien. Est-ce qu'il y a une autre question, mes frères? Question. Maître, dans un des livres du maître Kruneler, il est dit que la capacité, la puissance de la pratique de l'arcane AZF est si forte que supposons nous voulions assassiner une personne à distance, il suffirait de diriger à ce moment-là notre pensée sur cet assassinat pour que celui-ci se produise. Est-ce exact ou non, maître? Bien sûr que oui, mais seulement quand on a la clé IT, qui est formée par les deux lettres I et T. Mais pour avoir cette clé, il faut l'avoir reçue de bouche à oreille d'un gourou. J'ai cette clé, je la connais, mais je prendrai sur les épaules un grand karma. C'est pourquoi, mes frères, je crois qu'on ne doit jamais enseigner la magie noire, parce que ce n'est pas seulement celui qui tue la vache qui pêche, mais aussi celui qui lui tient la patte. Compris? Y a-t-il une autre question? Posez vos questions pour ne pas rester dans le doute. Bien. Comme je vois qu'il n'y a pas de questions, je continue. J'ai connu un homme qui est désincarné, un certain Omar Chirenzi Lind. Entre parenthèses, je me permets de le nommer parce qu'il est désincarné. C'est un des mages noirs les plus illustres que j'ai connus. Il était polyglotte, il parlait l'espagnol, l'anglais, le français, l'allemand et je ne sais combien d'autres langues. C'était un grand musicien. En tant que conférencier, il était merveilleux. C'était un intellectuel brillant et terrible. J'ai assisté à l'une de ses conférences. Quand je l'ai examiné avec le 6e sens, j'ai pu voir qu'une très belle lumière bleue et qu'un jaune formidable irradiait de lui. Cependant, en arrière-plan, c'était un rouge sanguinolent. Tous les frères l'écoutaient avec beaucoup d'attention. Après, je pus constater que ce bleu si beau et ce jaune qu'on voyait dans son aura n'étaient pas à lui, mais à l'auditoire, à ceux qui l'écoutaient. Ceux qui nous l'avaient présenté insistaient sur l'idée qu'il n'était rien moins que le maître Kuthumi. Quand nous avons fait sa connaissance, en effet, nous avons été stupéfaits par son érudition, par le fait qu'il soit en outre polyglotte et par ses dons musicaux, etc. Sa conférence